D'être avec nous ce soir pour une table ronde sur les univers maritimes. On va parler bateau. Et pour parler bateau, avec nous, on a ce soir Anouk Faure qui, pour son roman Aatea, qui en plus vient de recevoir le Grand Prix Imaginaire, roman publié aux éditions Argile. Et on a R.J. Barker pour Les Vaisseaux d'Os, la trilogie L'Enfant de la Marée, publiée aux éditions Léa. Et nous avons le super éditeur de Léa qui sera là pour faire l'interprète. Alors, disons-le tout de suite. Oui. Ça marche, ouais. Oui. Juste pour prévenir, notre attaquant vedette du Champions League, traductrice, est malheureusement absente pour des raisons personnelles. Donc on a fait appel à la sous-deuxième division qui va se débrouiller comme il peut. Alors ce week-end, RJ, tu étais aussi aux Imaginales, et RJ a fait des tables rondes, et j'étais dans l'assistance, et les Imaginales ont un concept très sympa. Ils font appel à des étudiants en interprétariat pour venir aux tables rondes pour les auteurs, et ils font un super boulot. Ces étudiants, il y a un peu de stress, il y a un peu de... Ils apprennent, et donc j'entendais en public, vous savez, les classiques, c'est des gamins, quoi, ils sont en train d'apprendre, ils se forment, et c'est vachement bien ce qu'ils font. Alors, beaucoup d'indulgence, je leur disais, il faut être indulgent avec les traducteurs, interprètes sur scène, parce que c'est pas facile. Je me retrouve aujourd'hui dans une situation d'être sur scène, alors soyez indulgents avec les traducteurs. Alors, on va commencer par du facile a priori. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, de quoi parlent vos romans ? Déjà, bonsoir et merci d'être là. Alors, en quelques mots, de quoi parle mon roman ? Donc, Aatea, c'est le récit d'un navigateur qui s'appelle donc Aatea. Et on va voyager avec lui sur les océans d'un monde un peu particulier qui s'appelle la Nuée, qui est un monde composé d'océans flottants et d'îles vivantes. Et donc les îles sont des immenses animaux et avec lesquels on doit créer un lien de symbiose pour pouvoir vivre sur leur dos. Sinon, elles émettent une toxine mortelle qui empêche toute personne qui n'a pas ce lien de les approcher. Et c'est justement le cas d'Aatea qui n'a pas créé à sa naissance ce lien de symbiose et est donc condamné à vivre à la marge de ces îles et donc de sa société. Et il est donc en situation de paria, presque un esclave, et suite à différents événements tragiques, il va décider de partir, de naviguer seul dans son monde, et on va découvrir par son regard non seulement la nuée, les différentes sociétés qui la peuplent, et on va le voir à la fois se défaire de certains liens culturels, familiaux, et en tisser de nouveaux à travers ces rencontres. Donc c'est un roman qui parle de racines et des liens qui nous relient aux autres. Bonjour, mes amis. That's all my French. They're books at their core about ecology and looking after your planet, and then forgiveness and redemption and hope and massive sea monsters. Thank you, it's easy for the beginning. Le livre de Raj parle d'écologie, de faire attention à la planète, de rédemption, c'est un sujet important chez lui, et bien sûr d'énormes monstres des mers. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des romans qui se passent majoritairement sur l'eau ? Je suis un peu obsédée par l'eau. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, donc je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Donc je suis née et j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans sur une île. Donc l'eau était omniprésente, notamment l'océan, la mer. Et l'océan Pacifique, contrairement à ce que son nom signifie, n'est pas l'océan le plus calme du monde. Donc j'ai toujours vécu au contact à la fois des tempêtes, des cyclones, du danger et de la beauté que représente l'océan. Et je pense que quand on a vécu avec ça toujours à proximité, c'est difficile
d'ignorer son existence et de ne pas être profondément inspiré par ça. Donc c'est quelque chose qui a toujours traversé mon travail, aussi bien graphique à travers la gravure, le dessin et que l'écriture. Where I live in England is as far from the sea as you can possibly get in all directions. And so going to the sea was something we did. It was a proper, real special occasion. And there's just something very magical for me about the sea. And my dad used to sail tall ships, and he would vanish and come back with presents and tell me about the seas. Every time I saw it as well, it was like, there's more out there. And as I got older and interested in history, and we're a maritime, like France, a maritime nation, I read a lot about it, and it always seems to me that the sea is a huge metaphor for nature in that it's beautiful and incredibly powerful, and if you're not careful with it, it will kill you. And I liked that as an idea for a book, that there is an enemy more powerful than you that is not even your enemy, it doesn't know you exist. If you're not nice, I will say the word thalassophobia. Désolé, je manque un boulot. Alors, le côté positif du fait que je traduis, c'est que comme j'ai assisté à d'autres tables rondes, je dis la chose qu'il ne dit pas dans sa réponse. Pas mal ça. Une des choses que je peux vous dire, c'est qu'on l'a interrogé sur la mer et il a le mal de mer. Il craint la mer. You're sick. You're sick. I give other answers than yours. That was a secret. You told it in front of people on stage. It was for those people. These are Parisians. They're sophisticated. It was recorded. Oh yeah. Ça pour dire que il vit le loin de la mer beaucoup. Enfin, il habite à Leeds. Leeds, quel côté qu'on aille, c'est quelques directions, c'est loin de la mer. Il faut y avoir pour une occasion spéciale, sinon il n'y a pas trop de raison d'être au bord de la mer. Pour lui, la mer a toujours été quelque chose de magique, notamment avec son père, il a une relation assez particulière avec la mer. Je ne sais pas ce qu'il a dit, que son père lui apportait des cadeaux sains quand son père partait, il disparaissait. Ouais, il disparaissait. Parce que son père travaillait dans le monde maritime, il travaillait sur les sous-marins, ce genre de choses. Donc quand il partait, il revenait avec un cadeau. Donc pour lui, c'est toujours été un symbole de quelque chose d'un peu particulier. C'est aussi pour lui une métaphore importante de la puissance de la nature. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur parce que on revient sur ce combat écologique et sur cette notion de puissance de la nature qu'on doit respecter, sinon ça va nous coûter très cher. And longer than you, yes. You could be saying anything. You don't understand, I can't say anything. Vous auriez pu écrire des romans maritimes avec des grandes zones de terre, mais vous avez choisi de proposer des mondes d'îles. Pourquoi ? Déjà, je trouve intéressant que pour la première question, on ait donné deux réponses qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que moi, c'est le fait d'avoir été près de la mer qui m'a donné envie d'écrire sur la mer, et que toi, c'est parce que tu as vécu loin de la mer que tu as envie d'écrire sur la mer. I said the exact inverse thing than you. That's because I was living in an island that I wanted to write about the sea, and it was reverse for you. It's funny. Et donc, je trouve l'insularité extrêmement fascinante dans son rapport permanent. C'est vraiment une question de... On est systématiquement confronté à cet immense vide isolant que peut représenter la mer, et en même temps c'est un espace de connexion aussi. Surtout dans Aatea, c'est un roman pour lequel je reviens beaucoup sur justement mon vécu dans le Pacifique, et notamment sur tous les mythes et les référents culturels qui sous-tendent le rapport aux îles dans le Pacifique. Notamment cette idée que le monde, la nature du monde et la mer et les îles sont des animaux qui vivent à la surface de la mer, qui est une conception qu'on retrouve beaucoup dans le Pacifique et notamment en Polynésie. Et c'est assez l'inverse par rapport à l'Occident, où on va considérer que le monde c'est la Terre et que l'océan c'est plus la périphérie et la barrière en fait de la Terre.
Et voilà, et cette idée que en fait, les îles sont vivantes, qu'elles... Il y a un problème de micro. Ah non, pardon. Désolée. Je pensais que c'était pour me dire de plus le rapprocher. Pardon. Cette idée que les îles sont vivantes, qu'il faut tisser du lien avec elles, qu'il y a parfois une généalogie des îles, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, que j'avais envie d'explorer dans ce deuxième roman. I can make this one short. I liked the name, the Scattered Archipelago, which is where they are, came into my head. And I liked the idea of kind of scattered islands, like a broken landscape, because it's a book about broken people, and it seemed like a nice metaphor, and writers just love metaphors. So I went all in on it. And also small islands meant I could, it meant that they wouldn't have a lot of the technology we're used to, like carts, and there was no need for draft animals and things like, because I wanted a world that didn't have mammals, which I'd said to my son, who then turned around to me and said, "But Daddy, we're mammals." Oh, awful creature. But yeah, it was to sort of reflect the brokenness of the people. C'est aussi quelqu'un qui a compris l'allusion à son fils, je les appelle. Tu as compris ou pas? J'ai pas écouté. Merci. Sur le fait qu'il n'y a pas de mammifères et que moi-même. Ah oui, oui, c'est ça. En fait, le choix des îles, ça vient du fait qu'il est fasciné par les îles, notamment les Galapagos, la myriade d'îles qui peuvent exister, et les archipels. C'est un peu comme des îles cassées, finalement, cette agglomération de plein d'îles. Et c'est aussi une métaphore par rapport à son œuvre, son livre dans lequel les gens sont aussi cassés quelque part. Donc ça renvoie à ce sujet-là. Et aussi, ça aime bien ça parce que, alors, l'allusion au fils, je les avais, je suis désolé, mais c'est aussi le fait que c'est un univers dans lequel il y aura finalement assez peu de technologie. D'où vous est venue l'inspiration pour vos bateaux? Est-ce qu'il y a des bateaux certains bateaux qui existent déjà, ou est-ce que vous êtes parti sur complètement autre chose? The place I used to go to see the sea most often is called Whitby. Do you know Dracula? It's where Dracula comes ashore, is Whitby. And there is a museum in Whitby, and in that museum, when the Napoleonic Wars were happening, so prisoners of war were kept near the museum, and they were given just big hunks of meat to eat. And they took the bones from that meat and they carved them into models of sailing ships. And they're in the museum, and I saw them and just thought that's a book, that can be a book, and that's where it came from. J'ai tout compris. Ouais. Il a bien dit qu'ils utilisaient les os des bestioles pour... Ouais, d'accord. Okay. Ils sculptaient les os. Ouais. Des bateaux dans les eaux. Des bateaux dans les eaux, d'accord. Sorry. Il dit que là, il va pour voir la mer. En fait, c'est le lieu où, dans l'histoire de Dracula, c'est le name is Whitby. Whitby. Okay. C'est Whitby, c'est l'endroit où Dracula accoste finalement dans l'histoire de Bram Stoker. Là-bas, il y a un musée. Il y a notamment, durant les guerres napoléoniennes, il y avait des prisonniers qui étaient entassés là. Et il raconte qu'ils se servaient des os pour des os de qui? Il leur donnait de la viande, des gros morceaux de viande. Ouais, c'est ça. Hein. C'est les os. Ouais, ils utilisaient les os des bestioles pour faire fabriquer des bateaux. Un très beau bateau. Ils utilisaient les os pour fabriquer des bateaux, et ça l'a inspiré pour, on va en parler après, je ne sais pas, sur les vaisseaux d'os. En fait, les bateaux ne sont pas construits en bois. Ils sont construits en os de... So they are the bones of big monsters? In that, yes. Yeah. In your book. Yeah, and they hunted them to death. Oh.
Crazy Boat. You can give a second part for that question. The first part, the boat work with bones. Yes. But what is the relationship with your book? Oh yes, yeah. The ships in the bone ships. There's a clue. I thought they would have picked up. That in this world are massive sea dragons or sea monsters. They're as big as islands. They're huge, which is another kind of avatar of nature, if you like. And because they don't have wood in this world, they hunt these creatures for bones so that they can build ships and kill each other, which makes a lot of sense. And they've hunted them to death, and that's kind of where we start, and we join the book at that moment. Ouais, ce qui est bien, c'est que quand on a lu le livre, on sait ce qu'il raconte. Deuxième partie, en fait, justement cette inspiration qu'il a eu des bateaux construits à base d'os d'animaux, ça lui a donné l'idée parce qu'il voulait aussi quelque part montrer l'avatar de la nature qui étaient les fameux dragons dont on parlait tout à l'heure, qui en fait finalement dans lequel le bois n'existe pas. Et pour construire des bateaux pour naviguer sur les océans, enfin sur l'eau, c'est un peu pratique quand on est plein d'îles, il faut naviguer. Ils ont utilisé les os de ces fameux dragons à tel point qu'ils les ont exterminés. Donc on revient sur le sujet écologique de tout à l'heure. Donc on est dans un monde dans lequel les bateaux ne sont pas en bois, mais sont constitués d'os de dragon. Dragon des mers, je sais qu'un dragon des mers, c'est un truc qui peut mesurer 1 ou 2 km, hein, c'est pas un petit smoke de rien du tout, quoi. Ça a l'air incroyable. Dans AATA, les bateaux sont beaucoup plus classiques. Quoique. Déjà, dès que j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que c'était un monde dans lequel une certaine technologie existait. Notamment, voilà, ils ont des panneaux solaires, ils vont miner du lithium pour pouvoir faire des batteries, ce genre de choses. Donc il y a quand même une technologie relativement avancée, à peu près équivalent à la nôtre, mais qui a pris des formes un peu différentes. Et donc les bateaux se devaient de refléter ça. Sauf que, comme je le disais, la nuée, c'est des océans flottants. Donc en fait, il y a des systèmes de gravité qui font que ces océans sont arrachés à la surface du monde et qu'en fait, il y a des chemins d'océans qui naviguent dans le ciel. Et donc on peut naviguer en 3 dimensions sur ces océans. Donc il fallait des bateaux qui puissent survivre à ça, entre guillemets. Et donc ça ressemble beaucoup aux voiliers modernes qu'on peut avoir de nos jours. Donc c'est des bateaux en fibre de carbone. La principale différence, c'est que les voiles sont à la fois des voiles pour naviguer et des panneaux solaires pour alimenter différentes structures du bateau. Et ce sont des voiles reconfigurables, parce que quand on navigue à voile, selon le vent ou les actions qu'on effectue, on doit constamment changer de forme de voile pour pouvoir adapter sa navigation. Et dans un monde aussi changeant, ça ne me paraissait pas du tout pratique et vivable. Et donc en fait, les voiles sont composées de différents panneaux dont on peut changer les formes automatiquement pour avoir une voile d'avant plus grande, par exemple, etc. Donc c'est beaucoup plus modulable. Quant à savoir d'où vient l'inspiration de ça, je ne sais pas. Maintenant, on sait quand même vraiment comment il fonctionne, pour les gens qui n'ont pas encore lu. Alors, on va encore parler d'abord du monde. D'où vous est venue l'inspiration pour la faune et la flore de vos îles, qui sont quand même un peu particulières? Alors, comme je disais, la nuée, c'est un monde qui est assez dangereux. Donc, une bonne partie de l'inspiration est venue des trucs que je trouve flippants, en fait. Typiquement, je fais souvent des cauchemars avec des crabes, donc sans surprise, il y a des crabes géants de 4 mètres de large, qui sont bleus en plus, parce que en fait, en Nouvelle-Calédonie et globalement dans le Pacifique, on a un truc qui s'appelle les crabes de cocotier, qui sont des crabes déjà assez terrifiants en eux-mêmes, qui font quasiment 1 mètre de circonférence et qui sont parfois bleus. Donc voilà, ça vient de là. Et pareil, j'avais lu
j'avais lu une BD quand j'étais jeune qui s'appelait Aldébaran, d'un auteur qui s'appelle Léo. Et sur la planète qui gravite autour de l'étoile Aldébaran, il y a en fait, quasiment tout a des mains et un pouce opposable. Et je trouvais ça assez terrifiant, l'idée que n'importe quel animal puisse t'agripper la cheville, et notamment les cétacés, les trucs qui sont dans l'eau, tout ça. Donc, voilà, par exemple, il y a aussi des sortes de cachalots avec des bras et des pouces qui peuvent t'attraper. Enfin, voilà, c'est des trucs que je trouve à la fois terrifiant et complètement fascinant. Et en fait, pour moi, c'est ça la nuée, c'est quelque chose qui est magnifique, sublime et toujours assez dangereux et inquiétant. You ready? The flora, I wanted, it's an accelerator, it grows very quickly and then it dies back very quickly, and I wanted something that couldn't be used to build with, because if they could build with it, then the rest of the book's pointless. And also, it's very brightly coloured, it's pinks and purples and colours we don't generally get, because I wanted it to be not our world and not the way we see things. Do you want to do the flora, and then I'll come back to the animals? No, I've got the animals to do. What do you say about colours? It's very brightly coloured. Yes, that's right. Pinks and purples. Yeah. Donc pour la flore, il a un univers dans lequel il y a une croissance extrêmement rapide de toute la flore, ce qui fait qu'on ne va pas trop construire de choses avec, parce que c'est assez dynamique comme univers. Et vous, c'est un univers assez coloré, avec des choses mauves, roses, et ce genre de choses. It was short. This one won't. With the animals, firstly there is something going on that, if I tell you, will entirely ruin the entire trilogy for you. So no, we're not going to talk about that. But secondly, there is, in the books, there's humans and there's a race of intelligent avians, birds, les oiseaux, that can control the wind. So I wanted their ecology. So it's all bird based. I really like birds. Yeah. So I wanted a system that our intelligent avian could have evolved from, and other things that you'll only know when you get to the very end of the book and you'll go, see? That one makes sense. I missed the beginning. Sorry. Je fais la deuxième partie, tu pourras faire la première? Oui, merci. Non, parce que dans son livre, effectivement, il y a des créatures qui sont assez fascinantes, qui sont construites sur la base d'oiseaux. C'est pas exactement des oiseaux, c'est un peu entre des oiseaux, c'est un peu culturellement des oiseaux, mais c'est entre l'oiseau, pas l'être humain, mais pas loin. C'est étrange comme créature. Ils sont des créatures qui contrôlent le vent, ce qui sur les bateaux à voile est pratique. Donc ces oiseaux-là, il les a construits parce qu'il adore les oiseaux, et alors, il a une passion, je rajoute parce que c'est I make some bonus, extra information. C'est un grand fan de taxidermie. Donc il a aussi des oiseaux sur chose chez lui, parce qu'il adore les oiseaux. Et donc pour là, il est vraiment basé son univers sur ce genre de créatures un peu atypiques. Comme si vous lisez le livre Les vaisseaux d'os, vous verrez que ce fameux rôle de l'oiseau est central dans l'histoire. Ça change tout, c'est-à-dire que ce sont des bestioles sur le bateau. I expect to be about the birds, the role on the boat. Ils ont un rôle central, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, ou au contraire d'empêcher quelqu'un de vous rattraper grâce à la puissance entre une sorte de champ qu'il peut avoir. Voilà. Et sur la première partie, je veux bien expliquer ce que je disais. En fait, il a dit que ça allait être un gros spoiler et que donc il n'allait pas trop parler du reste de la faune, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Il y avait un énorme spoiler de toute la trilogie qu'il fallait pas en parler. Ouais, don't spoil. Right. Because you spoiled once in his imagination, it was bad. Yesterday at Les Imaginailles, I went bird watching with Amal El Mota, and we should have invited you. we saw a lot of cool birds. I was sat next to Amal for a bit, but she was so busy, I didn't really speak to her. Next time, maybe.
Alors maintenant qu'on a un peu parlé des univers, on va plus parler de la société de vos livres. Dans L'Enfant de la Marée, on a une société matriarcale. Dans ATA, on avait une société très hiérarchisée avec une reine. Dans les deux cas, ces sociétés sont très dures pour les gens qu'on va considérer comme inférieurs ou différents. C'était une volonté de montrer des mondes dirigés par des femmes, mais tout aussi difficiles que les autres mondes qu'on trouve en imaginaire en général, ou nous, quoi. Alors l'idée, c'était pas forcément de montrer des mondes dirigés par des femmes, mais dans la société insulaire qu'on rencontre au départ, il y a effectivement des systèmes de caste très rigides et des rapports de discrimination qui sont très frontaux, mais la question du genre n'est pas un point de discrimination du tout. Et c'était plutôt l'idée de montrer ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des rois que des reines, des nobles, hommes que femmes, et ça n'a vraiment pas d'importance, c'est vraiment la caste qui est la question centrale. Et la naissance et plein de rapports très compliqués de leur société. Et l'idée qui traverse à ATA, c'est plutôt de montrer, à travers les différentes sociétés qu'il va rencontrer, différents rapports de discrimination qui se basent à chaque fois sur des choses différentes. Et en fait, l'idée qui en ressort, c'est un peu que toutes ces choses sont aussi arbitraires les unes que les autres. En fait, elles sont vraiment des constructions culturelles. Il n'y a pas de base naturelle qui se répéterait d'une société à l'autre. C'était plutôt ça que la question qui traverse, que vraiment la question homme-femme, même si ça en fait partie de fait. C'était clair ou pas? Oui. Très bien. I'm interested in power and what it does to people. And one of my first thoughts in making it a matriarchy was women can be really awful too. And that was the main thought, really, because we're so used to in our society it being men, that men get to lead, that as soon as you put women in charge, it makes people look at it with fresh eyes. And they always, in the book, they never say men and women, they say women and men, because they talk about what matters and puts that first. And I can tell you from my emails that makes some men very angry. And they call their ship he, because the ship is subservient to the woman, and the captain is the shipwife. And all of this also makes some men very angry, and they will tell you it's unrealistic for women to sail ships, but they will not tell you that a dragon the size of an island is unrealistic. And I personally would say one is a lot more unrealistic than the other. C'est le geste, arrête. Stop. C'est le geste des interprètes. Elle faisait un petit geste comme ça, le chien. Oui, il s'intéresse beaucoup au sujet sur le pouvoir et sur les gens, évidemment. Et son idée première, c'est vraiment de créer un monde matriarcal dans lequel on peut voir que les femmes peuvent être aussi mauvaises que les hommes quand elles sont au pouvoir. Parce qu'on a l'habitude de voir des sociétés où ce sont les hommes qui les dirigent, donc on voulait inverser la chose, nous montrant que les femmes pouvaient faire aussi mal entre guillemets que les hommes dans leur comportement. Et de cette logique-là, dans son monde, on parle de femmes et d'hommes, et non pas d'hommes et de femmes. Et d'ailleurs, sur un bord du bateau, il y a des shipwives. Les shipwives sont introduits par épouse de bord. Le capitaine du bateau est une épouse de bord, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ou de quelqu'un qui n'a pas de genre. C'est aussi des personnes non genrées dans le livre. Et ça lui a valu quand même quelques messages assez désagréables aux personnes qui ne sont pas contentes à la fois. Déjà quand on appelle la capitaine de bord ou une épouse de bord, ça les énerve un peu. Et aussi sur la façon dont le fait que les femmes soient autant mises en avant et qu'il y ait ce côté femme-homme plutôt que homme-femme. Voilà. Donc, alors je pense que you can manage the angry emails. Yeah. I think they're funny. That's not what they want to hear, the email people. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans les emails? Just one example. It's difficult to give. It is literally
I would have liked your books if it had been men in charge, because that's realistic. And there's an Amazon review that says, I read the first 50 pages of this book and it is pure woke propaganda. Bon, alors 2 exemples, vous avez compris. Le deuxième, c'est j'ai lu les 50 premières pages de ce livre, une critique sur Amazon d'un lecteur. J'ai lu les 50 premières pages de ce livre et heureusement, on imagine que personne n'a arrêté parce que c'est la pure propagande woke. Et le précédent, disait j'aurais beaucoup aimé votre livre si seulement c'était les hommes qui avaient été en charge, qui étaient responsables de tout ça, ce qui aurait été bien plus réaliste. Voilà. That Amazon review, I clicked on it because I thought, what books do you like? He just did that for me. That was lovely, I was very touched, but that's not what he wanted either. You want to translate that? Yeah. What did you say exactly? He created an account purely to attack and never reviewed anything else. It's someone maybe you know. It doesn't love you. En fait, someone that's had to translate for me. En fait, la critique qui a été faite sur Amazon, dont on a parlé tout à l'heure, les 50 premières pages, j'ai arrêté parce que là, c'est quelqu'un qui a créé spécialement un compte Amazon, enfin, en tout cas pour émettre le commentaire, qui a créé ce commentaire uniquement pour le livre de Raji. You are very honored. People are creating accounts for you. Yeah. As a writer, you want to touch people. En tant qu'auteur, on veut toucher les gens. On va rester un peu sur la question des femmes parce qu'on a donc Aatea qui est le fils de la reine, on a Méas qui est la fille de la dirigeante des Centimes. C'est parce qu'elles dirigent qu'elles sont aussi dures avec leurs enfants ou c'est la société qui fait qu'elles sont comme ça? Bonne question. En fait, le récit s'ouvre sur un prologue qui s'appelle Naissance et s'ouvre aussi sur un choix. Parce que en fait, il y a d'une part la naissance d'Aatea en mer, ce qui fait qu'il ne pourra pas recevoir l'organe symbiotique qui lui permet d'effectuer un lien avec les îles. Et on assiste également à la naissance d'une île. Donc, j'ai dit au début que c'était des êtres vivants. Et cette île, en fait, c'est Kanoumé, donc la mère d'Aatea, qui l'a appelée à naître pour pouvoir accueillir son peuple. Et sachant que dans ce monde-là, en fait, quand un roi ou une reine appelle une île, il ou elle va effectuer une fusion de corps et d'esprit avec cette île et ne plus pouvoir la quitter et voilà, être vraiment connecté physiquement à elle. Et donc Kanoumé se retrouve face à un choix, soit rester avec son enfant qui vient de naître, qui donc ne peut pas qui ne pourra jamais poser le pied sur cette île, soit devenir reine et mère de l'île qu'elle vient d'appeler et donc diriger son peuple. Et donc elle choisit l'île pour des raisons qui lui sont personnelles et culturelles, mais il y a plein de choses qui se jouent, mais notamment tout son rôle dans toute sa vie a été construit pour faire émerger cette île et gouverner en fait. Et donc c'est plus un choix tragique en fait, impossible, qui va ensuite conditionner toute la psyché et toute la relation des deux personnages. Mais je peux pas trop en dire parce que ce serait vraiment dévoiler je pense des choses trop importantes de la suite du récit. Maybe. I'd not thought about that. Yeah, I became a parent just as I was sort of writing my first set of books, and it made me think about that a lot. And it's in my first set of books, the assassin books, and these the idea of not passing on your trauma to your child is kind of buried in them, but that's what it is that Mayas, I mean, she's hard, but she is nurturing because from her mother she's learned what it is to have someone who is just hard, and that's
not good. But it is right, it is expectation. It's forcing your expectations on your child. Where Mayes is a bit different about it. I mean, she is doing that, but in a kind of find your own way. And I think that's what I was trying to do. I was going to go for a Philip Larkin poem, but it's too sweary. I think it's expectation. You know, she's the ruler, and she wants her daughter to be a ruler. And her daughter doesn't, and it kind of and also Mayes didn't die when she was moved. Ça lui vient aussi, ce sujet-là, ça lui vient de la relation parent-enfant, ça lui vient du fait que quand il a publié son premier livre, il venait juste d'être papa, donc c'est une inspiration. Mais As, donc le personnage féminin, l'épouse de bord dont on parle, je ne sais plus ce qu'on dit oui, la fille de la dirigeante de cet univers-là, de ce royaume, elle-même est très dure parce que sa mère attend ça d'elle quelque part. Dans son éducation, elle attend que sa fille ait assimilé le fait d'être dure elle-même dans le monde dans lequel elles sont. Et il trouve important que chacun ensuite puisse trouver son propre chemin dans sa construction. Trois fermetures de lumière, je suis fatigué. On va voir déjà si on va faire une petite pause sur ces questions-là et vous demander s'il y a des questions dans le public. Sinon, j'ai d'autres questions. Oui, on demande toujours s'il y a des questions dans le public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Sinon, j'ai d'autres questions. Ne vous inquiétez pas. Pas pour le moment. Bon, si ça vous vient, on y retournera. On va sauter la 8, on va passer à la 9 directement. Alors, vous avez imaginé toute une terminologie pour vos univers. Ces termes vous sont-ils venus comme ça ou est-ce qu'ils trouvent une origine quelque part? Alors, en fait, il n'y a qu'un seul mot inventé dans AATA. Après, il y a toute une terminologie de la navigation qui m'a demandé pas mal de travail de recherche, qui participe aussi à... Puis, en fait, aussi, j'ai quand même inventé... parce que comme je disais, voilà, on est sur des... Ah bon? Ah, bah, enfin, la nuée, c'est un mot réel, quoi, je me dis. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, ouais. Oui, puis j'ai inventé aussi des noms de vents, par exemple, parce que forcément, il n'y a pas que des vents... Enfin, vu qu'on est sur un océan en 3D, on n'a pas que des vents horizontaux, mais on a aussi des vents verticaux. Donc voilà, j'ai dû inventer un vocabulaire comme ça. Mais je vais parler principalement du mot, l'onception, dont le verbe c'est concevoir. Donc je disais, le personnage principal est un navigateur, et comme tous les navigateurs des sociétés insulaires, il a une capacité spéciale qui est l'onception, qui est en fait un sens supplémentaire, comme l'a vu Louis l'odorat. Donc en plus d'entendre, il conçoit, qui est en fait un sens inspiré de l'écolocation des cachalots, c'est-à-dire qu'il va ressentir autour de lui les vibrations, les mouvements des courants, des roches, comme on est dans un monde très instable, le fait de sentir comment le monde se déplace, c'est un élément de survie essentiel. Et donc ça me paraissait, en fait au début je utilisais tout simplement le verbe écouter les courants, écouter la nuée. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit, c'est impossible qu'une société qui vive avec un sens supplémentaire, qui a une part donc constituante extrêmement importante de leur société, n'ait pas un mot pour désigner spécifiquement ce sens-là, qui n'a en fait rien à voir avec l'audition. Et donc je me suis dit, il fallait obligatoirement que j'invente un mot, même si c'est quelque chose que j'évite de faire normalement, sauf si vraiment ça s'impose comme c'est le cas là, pour faciliter en fait la fluidité de lecture. Et donc j'ai réfléchi et j'ai construit ce mot à partir de perception et onde. Donc c'est en fait percevoir les ondes, et donc ça se conjugue ensuite comme le verbe percevoir, donc on se voit, il on soit, nous on se voit, etc. Et après je voulais que qu'on comprenne le plus fluidement possible comment, dans le contexte du livre. Et après voilà, il y a plus, ça se fond aussi avec le vocabulaire de la navigation, que j'ai essayé d'être à la fois
sur lequel j'essaie d'être à la fois précise et que ça reste compréhensible à la lecture, même sans connaissance préalable de navigation à voile. The origin of the, because it's all built from the ground up, is laziness. Because I looked at all the terminology for the big ships, which I kind of half knew and thought that is still very complicated. And I thought it would be easier to invent my own terminology. You guessed the next line. It was not. It was even harder if you don't take notes as you go along. That's a mistake. But it did allow me to make the terminology in the books culturally specific to the people in it, which I think goes a long way to making people feel like this is a real place. So that was good, and all the crying was worth it. Oui, l'origine première, alors, juste je fais un petit peu de côté, Hardy a inventé toute une terminologie, il a revu toute la terminologie de navigation, parce qu'il le dit, ce sont des termes très précis, très particuliers, qu'il faut connaître quand on fait de la voile. Donc il trouvait ça assez compliqué à mettre en place, donc l'origine de son choix du vocabulaire, d'inventer du vocabulaire de voile, c'est la facilité. Il trouvait ça plus simple d'inventer ses propres vocabulaires et d'avoir ses propres termes que de devoir connaître parfaitement tout ce qui se devait savoir quand on naviguait en bateau. Et il trouvait aussi que d'inventer cette propre terminologie, ça permet aussi de rendre le monde plus réel. Et de se dire, je suis dans un monde quelque part construit réel. Donc voilà. Juste une petite précision. En fait, il a dit qu'il pensait que ça allait être plus facile d'inventer toute une terminologie et qu'il s'est rendu compte en le faisant que ça l'était pas du tout, mais que comme ça a créé une immersion culturelle supplémentaire, c'était en fait ça valait le coup malgré tout, toutes ces larmes et ce sang dont il avait souffert en faisant ça. Du coup, j'ajoute une précision sur ta précision. C'est que quand il est arrivé à la fin du livre, il a dû reprendre l'ensemble en disant mais j'ai écrit ce truc-là, mais il a dû reprendre l'ensemble du vocabulaire pour être sûr de la régularité de son vocabulaire qu'il a lui-même créé, parce qu'il se finalement, comme tu dis, il finit par c'est une surenchère en vocabulaire qu'il se faisait lui-même, et à la fin, il a dû tout régulariser pour être sûr de bien utiliser ces termes. Effectivement, il a dit qu'il n'avait pas pris de notes au début, et du coup, je me demande à quel point ça a été l'enfer pour le traducteur ou la traductrice. Alors, là, je dois saluer notre duo traducteur et traductrice, c'est Armin Aymon et Erwan De Vos. Ils ont fait un travail colossal, mais vraiment colossal de traduction. Ça nous a d'ailleurs demandé plus de temps que prévu pour traduire le livre, parce qu'au début, quand on voit un livre de... I speak as a publisher, not as a Barker. It was because it's quite long for Et par rapport à un livre de traduction classique, on a dû mettre 20-25% de plus en temps pour le traduire, ne serait-ce que pour mettre à plat l'ensemble des terminologies qu'on a utilisées, parce qu'il y a beaucoup de termes de navigation, mais pas que, qui ont été inventés par Hardy. Donc pour les rendre harmonieux dans l'ensemble du livre, c'était un travail énorme. Bravo à Herman et Armin et Erwan. Vous avez fait des imaginales ou pas? Ouais. C'est fatigant, hein? Ouais. I should buy them chocolates. Yeah, really. Yeah, I should. I will buy them chocolates when I go. Done. Quand vous écrivez un roman d'imaginaire, posez-vous dès le départ les règles du monde ou est-ce que certaines vont venir au fil du récit? Moi, ma méthode d'écriture, c'est le chaos. Donc, c'est-à-dire que je ne prévois absolument rien. Je me laisse porter par le récit et après, je réécris beaucoup. Donc, je pense que ça répond déjà à la question. Alors, après, j'avais déjà un peu une vision de ce qu'allait être le monde de la nuée, parce que ça découle d'une part de mythes cosmogoniques du Pacifique et cette idée que le monde a d'abord été créé avec toutes les choses qu'il composait, mélangées, et que le fait de mettre de l'ordre dedans, c'était arrivé dans un second temps. Donc moi ça me fascinait, je me disais qu'est-ce que ce serait de vivre dans ce monde où tout est mélangé, tout est à l'état de chaos en fait.
Et d'autre part, c'est aussi une imagerie que j'avais beaucoup explorée en dessin et en gravure avant d'écrire des livres. Donc je savais à quoi ça ressemblait, mais après, expliquer à peu près comment ça fonctionne et penser la logique intrinsèque du monde, ça s'est vraiment fait au fil du récit et ça a d'ailleurs pas mal changé, j'ai réécrit beaucoup. I start off with a few key ideas, like the matriarchy and no wood and ships made of bone. And then I find the voice of the book, because this is why the poor translator had so much problems. They're very lyrical and repetitive because they're meant to echo the sea. And once I've got those, I just write a novel. I usually know the very end. With these, I knew the very end of the third book because I had to, because of the way it's structured. But everything else, the story, how it gets there, the characters, apart from the main two, they just appear from my head as I'm writing. But you probably guessed that with the I didn't take notes comment I made early on. And then when I get to the end of the first book, I go back and reread it to find out what I'm talking about, and that makes it, and make it good. You know, it's difficult is to listen at the same time that you're writing. Because sometimes I miss some words. I'll learn French the next year. You learn French with John, Yeah. and come together and speak. I look at you. Yeah, I can do that. I go there and J'ai I come. mangé la baguette dans le chambre. Yeah. Yeah, very good. Yeah. C'est quoi la question? We make it. Yes. Non, je plaisante, j'ai pris une note. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai pris une note. Non, il est parti de quelques idées clés au départ pour créer son œuvre. Donc, vous avez compris, il n'y a pas de moment dans lequel il n'y a pas de bois, dans lequel on est face à une matriarchie, un moment dans lequel une matriarchie. Et c'est matriarchie, ouais. Dans lequel on a des bateaux construits non pas avec du bois mais avec des eaux. Tout ça, ça donne un peu entre guillemets, ce qu'on appelle la voix du livre. D'ailleurs, on lit aussi en traduction, quand on a la voix de l'auteur, c'est cette façon dont le livre va partir. Donc il est parti sur le premier roman comme ça, et tout le reste en fait est venu au fur et à mesure qu'il écrivait. C'est quelque chose qui venait progressivement pour lui. Et du coup, quand il a attaqué le deuxième livre, c'est ça. Quand il a attaqué le deuxième livre, il a dû se remémorer et retravailler. Alors, enfin, quand il y avait la fin du premier livre et qu'il voulait attaquer le deuxième, il s'est dit voilà, mais il faut que je sois cohérent avec moi-même. Donc il a fait tout un travail de réhabilitation, enfin pas réhabilitation, de remémoration de l'ensemble, parce qu'il est très créatif, donc il se laisse vraiment porter par sa passion. Et à un moment donné, il faut quand même qu'il recadre un peu les choses. Ça, j'ai rajouté il est très créatif, c'est moi qui l'ai dit. C'est pas lui qui l'a dit. That was a lot. Do you know the word traduttore, traditore? No. Translator, traitor. Italiano, sì, italiano, traduttore, traditore, sì, scusi. On a rencontré une autrice italienne très sympa, Titania. Il a aussi dit qu'il avait la fin du tome 3 en tête quand il s'est lancé dans l'écriture. Donc oui. Il savait où il allait atterrir au final. Oui. Quand j'ai dit qu'il avait la voix, effectivement, c'est l'ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant il y a une question dans le public? Oui. Une question simple. Hein. Alors, si on peut répondre par oui, pardon, ça m'arrange. Petit 1, petit A. Oui, j'ai une question, je vais la traduire si tu veux après, comme ça c'est fait. On a beaucoup parlé du world building, on a beaucoup parlé des océans. Moi je voudrais un peu savoir, on a parlé aussi de vous et votre rapport à l'océan. Maintenant je voudrais bien qu'on parle du rapport de vos personnages à l'océan. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi? Et quel est le rapport de vos personnages principaux à l'océan? So I'm going to translate the question for you. We talked a lot about world building, and we talked a lot about how you built everything, and what was your personal vibration with the ocean, if I can say that. And now I'd like to know
how did you make your characters, and what relation do they have with the ocean? Is it the same as you, or did you make it different? How did you approach the link between your characters and the ocean, and the world building, basically? That makes it sound like there's a lot more thought in what I do than there actually is. I kind of just go at it. One of the things that I know was in my head is that they all both love the ocean and are terrified of it, and it's everything to him. Like Joron, it's a way for him to improve his life, but it took his father away. It's love and hate, and if he falls in it, it's going to kill him. He knows that, but because of the ocean, he's part of this. I'm just going to presume everyone's read the first book. He's part of this enormous ship, and he's finding purpose in his life. But I think that's where it is. And for Mayes, I think the ocean is something almost religious, because I don't know how far on you all have read, and I don't know. It's been like 6 years since I wrote these, so events in her life have given her an extremely sort of close affinity with the ocean, and I think it's never said, but I think on some level she believes the ocean loves her back, and that's the best way to put it. Alors sur les deux personnages principaux, ils ont un rapport assez différent à l'océan en fait. On a Joron, en préambule, il disait que tous les personnages dans le livre aimaient l'océan et à la fois l'océan les terrifiait. Donc pour Joron, l'océan c'est quelque chose qui va améliorer sa vie et sur lequel il y a un double sentiment amour-haine. You speak about Joron and his father or not? Yeah. You spoke of it? Yeah, Ouais. he lost his father. Parce que Joron, un des personnages principaux, a perdu son père en mer. Donc du coup, c'est à la fois c'est quelque chose qui lui a retiré son père, mais en même temps, c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup. Et à travers l'océan, il a trouvé un moyen de se battre et de donner un sens à sa vie. Concernant Méas, notre personnage, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'un peu, quelque part, de mystique, de religieux avec l'océan, qui va faire son possible pour devenir quelque part la reine de l'océan, si on veut dire en quelque sorte. C'est ma traduction, je me mets moi parce que j'ai du mal à... Et elle pense qu'en retour, l'océan l'aime, et que l'océan va l'aider à accomplir son destin. He does talk a lot. But French is a lot longer than English to say the same thing. 10% more in the book. Yeah, our book translated at 10% longer than the English one. Yeah. Around, maybe sometimes 10%, 11%, around 10. That's more than 10%. Alors, question super intéressante. Comme j'expliquais tout à l'heure, Atea, c'est un personnage qui, dans son contexte culturel, est extrêmement contraint. Enfin, c'est un esclave, il doit se soumettre aux lois très rigides de sa société. Et la navigation, et notamment les moments où il a le droit de naviguer en solitaire dans certaines missions, c'est vraiment son espace absolu de liberté. En plus, il aspire à suivre d'une certaine façon la voie tracée par sa grand-mère, qui était également non seulement une navigatrice, mais une exploratrice. Donc il adore la nuée, il adore naviguer. Il a un rapport extrêmement charnel et sensoriel à l'océan. C'est un roman qui est à la troisième personne, mais on est toujours extrêmement proche de ses sensations, de ses perceptions corporelles de l'océan. Comme en plus il en soi, il est vraiment constamment habité par le mouvement de la mer. Et il est très conscient du danger perpétuel que la mer et l'océan représentent, et en même temps, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a de la peur. Il y a plus un espèce d'état d'instant présent perpétuel de rapport à l'océan et une acceptation totale que sa vie peut se fondre à tout instant dans cet océan.
Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pris énormément de plaisir à explorer, cette connexion charnelle qui devient presque le but et la construction psychique intégrale du personnage, en tout cas au début. Eh ben, on va conclure cette table ronde. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser pendant la dédicace. Merci à Noufort, merci à Argy Barker, et merci Jean-Philippe pour l'introduction. Merci.